Hello à nouveau et bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Bienvenue. Manal, est-ce que tu es parmi nous? Ouais, vous m'entendez? On t'entend super bien. Ça va? Hello, hello Julien, hello Maïs, ça va et vous? Ben, écoute, nickel. On est super content que tu sois là parmi nous. Salut C'est une Manal. première, Avec il me plaisir. semble. Invitation. Je crois que c'est la première fois qu'on se fait une conférence ensemble, que tu reviens sur le pôle ou pas? Tu me confirmes? Oui, je crois bien. Je pense bien que c'est la première fois qu'on fait une conférence ensemble. L'année dernière, avec le Covid et la gestion de tout ça, ça a été un petit peu compliqué. Et donc cette année, c'est avec plaisir que j'interviens aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec plaisir également qu'on te reçoit et qu'on va faire cette conférence. On discutait un peu avec Manal juste avant les conférences cet après-midi. Et c'est vrai que c'est super important en fait de garder ce lien avec nos diplômés entrepreneurs parce que c'est ça aussi qui permet de transmettre un peu la flamme entrepreneuriale. Ça crée des déclics. Ça a d'ailleurs été ton cas, hein, il me semble, c'est ce que tu me disais. Ouais, carrément. Carrément, moi, j'étais pas destinée à un parcours d'entrepreneur. J'avais fait mes études donc à l'ESTILV. Donc je suis ingénieure en mécanique et j'avais très envie de faire du calcul de structure. Donc j'ai travaillé ensuite chez Areva dans le nucléaire et j'ai fait énormément de techniques. Ensuite, j'ai évolué, j'ai été chargée d'affaires, ça en est plus dans de la gestion de projet et de A à Z, de la négociation du contrat avec le client jusqu'à la livraison. Sauf que Ouais. c'était très cool, j'ai appris énormément, mais il y avait quelque chose pour moi qui me manquait. J'avais vraiment besoin de beaucoup plus de sens, d'être beaucoup plus en contact avec le produit, d'où le passage d'ingénieur technique à chargé d'affaires. Mhm. Mais c'était pas encore ça. Et j'avais rencontré je participais à beaucoup à l'époque, c'était pas des webinars, c'était plutôt des confs. On pouvait être là tous présents physiquement. J'avais des copines qui étaient à l'incubateur au Willa. Et donc, c'est là où je rencontre Charline Goutal, qui est la D'accord. fondatrice de Ma Petite Culotte, anciennement Naya. C'est une marque de lingerie et donc qui est made in France également. Moi, j'ai toujours adoré la joaillerie. C'est une passion que j'ai depuis toute petite, depuis que j'ai 4 ans, et j'ai toujours dessiné et fait et réalisé les bijoux que je portais. Super. Tu vas nous raconter ça plus Et en il y détail avait dans toujours deux cette secondes, envie. si tu veux bien. On va juste avant de commencer, parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints, juste préciser que vous pouvez du coup participer. Yes. Vous pouvez participer du coup avec des sondages que Marie-Paul va vous, avec le QR code, voilà. Euh, mettez le QR code maintenant pour tous ceux qui nous rejoignent. Ça va pouvoir, grâce à ça, vous allez pouvoir participer au sondage. Et d'ailleurs, je crois qu'on avait une question qui était programmée. Euh, Juste avant qu'on commence, hein, Manal, c'est de savoir en fait où en sont les étudiants qui sont là Avec aujourd'hui. plaisir. Parce qu'en fait, on a des étudiants qui parfois ont des idées, mais ne savent pas par où commencer, d'autres qui sont déjà en cours de développement. Euh, donc, allez-y, les personnes qui ont mis leur QR code. On commence à avoir des réponses. Alors, en plein développement, donc là, sur les personnes présentes, pour l'instant, c'est ça qui se dégage. Et je crois que tu m'avais dit qu'il y avait également, que toi, tu étais aussi à la recherche de stagiaires ou d'alternants, hein, il me semble. Oui, exactement. On est en train de chercher notre stagiaire de communication donc marketing et Ouais. communication pour communiquer sur la marque, animer les réseaux sociaux. Et en plus, là, on parle de joaillerie, on parle de bijoux précieux. Donc, il y a le côté luxe et du rêve, parce qu'on vend du rêve avant tout. Donc c'est exactement la personne qu'on recherche. C'est une personne qui doit être passionnée produit, passionnée par la joaillerie et le produit de luxe en particulier. Et donc, c'est un stage en marketing et Ok, communication. super. Bah, écoute, à bon entendeur, hein, s'il y a des gens qui sont intéressés pour ce poste, n'hésitez pas du coup à contacter directement Manal, hein. Ok,
Bon, on va vraiment pouvoir commencer. Donc, je t'ai un peu coupé, hein, excuse-moi. C'était vraiment l'histoire de savoir un peu qui était parmi nous aujourd'hui. Donc, tu nous racontais en fait comment ça t'est venu, du coup, ton déclic, hein, pour l'entrepreneuriat avec toutes tes expériences passées. Tu disais du coup que tu étais passionné toi par le milieu de la joaillerie. Et si je me trompe, Ouais, on en était là, hein. c'est ça, exactement. Donc ouais, donc du coup, il y avait cette passion qui ne m'avait jamais quittée et que j'avais envie de transformer en business parce que c'est super une passion, mais sauf qu'avant tout, il faut répondre à un besoin du marché et répondre à un besoin du client. Et c'est là où je me rends compte que donc ça faisait 5 ans que je travaillais donc, dans l'industrie et on était il y a 5 ans, en 2015-2016, et c'est là où je me rends compte qu'il y a un réel besoin pour un joaillier créateur qui fasse des créations sur mesure et des créations surtout qui sont adaptées à la clientèle d'aujourd'hui. On ne se reconnaissait plus trop dans les bijoux qui sont dans les marques de la place Vendôme, qui sont très très beaux, hein, mais qui ne sont pas vraiment très accessibles, même au niveau de la communication. Et puis surtout, moi, j'avais beaucoup de potes autour de moi qui commençaient à se marier et qui commençaient à me dire, ouais, on a fait le tour, c'est toujours un petit peu la même chose. Et puis surtout, on ne se voit pas, ça ne nous ressemble pas, c'est pas nous, on a vraiment envie de quelque chose qui nous ressemble et on a envie de quelque chose, on a envie de sur-mesure. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a une réelle opportunité de marché et que c'était complètement cohérent avec ma passion qui m'animait depuis toujours. Et en plus, je me sentais assez plus mature parce que j'avais déjà travaillé quand même pendant 5 ans, donc j'avais certaines bases sur tout ce qui est gestion de projet, surtout que je savais qu'il allait m'être indispensable, mature pour lancer le projet. Je ne sais pas si vous m'entendez, il y a marqué, moi ça bug de temps en temps. Écoute, ouais, on t'entend pour l'instant assez correctement, Ok. mais effectivement, je crois que tu as un petit problème de connexion. À la limite, j'ai envie de te dire, et peut-être, à la limite, c'est pas grave si tu enlèves la caméra, on va projeter, du coup, Marie-Paul va projeter le fond. On continue comme ça, mais si jamais ça bug, à la limite, tu peux désactiver la caméra. Ouais, C'est bon. on prend comme Pour l'instant, ça ça va. marche. N'hésitez pas à nous écrire si jamais ça coupe ou si jamais vous entendez très mal. Yes. Donc voilà, donc ensuite, ensuite j'ai lancé la marque. En plus, ça a été bien sûr petit à petit. C'est pas, je me rêve, je me couche en tant que chargée d'affaires et je me réveille le lendemain en tant qu'entrepreneur. Ça n'a pas été comme ça, hein. Même si en plus je viens d'une famille d'entrepreneurs, mon père est entrepreneur également. Il tient un restaurant. Et à peu près tous mes oncles, tantes, cousins le sont. C'était pourtant pas simple du tout de me dire, pour moi, c'était pas du tout une évidence de me dire, ah ben, c'est évident, je vais être entrepreneur. Ça a été plutôt d'une passion et comment faire pour allier cette passion par rapport à ce que j'avais toujours envie de faire depuis le début, c'est donc créer une boîte qui ait du sens et qui ait du sens pour moi et qui en plus en adéquation par rapport à mes valeurs. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, tu commences directement sur du sur-mesure. Aujourd'hui, Manal, c'est que du sur-mesure? Pas que, on fait énormément de sur-mesure, mais on a une collection on fait énormément de mariages, de bagues de fiançailles, de bagues de naissance, de bagues de self-gifting, tout simplement, parce que quand on a envie de se célébrer, de se faire plaisir. Et donc tout ça, c'est du précieux. Donc on a une collection de bijoux précieux, mais on fait énormément de sur-mesure et de semi-mesure, c'est-à-dire qu'on adapte souvent un de nos produits en fonction par exemple, du budget et de la pierre de centre que la personne va souhaiter. Donc, on va proposer une collection avec différentes pierres de couleur et avec du diamant, mais tout est adaptable en fonction des envies et du budget, bien sûr. D'accord. Comment ça se passe en général? Du coup, donc, vous avez un site internet. Je pense que vous faites une grosse partie de l'acquisition sur ça. Mais comment ça se passe entre le premier contact, peut-être conseiller la personne? Enfin, tu peux peut-être un peu entrer dans le détail pour qu'on comprenne un peu le Oui, parcours. avec plaisir. Nous, on est très, très digitalisé. On est très Ok. digitalisé, c'est-à-dire qu'on existe énormément sur Internet et principalement via notre réseau de communication principal qui va être Instagram.
Mais sauf que donc ça va être la première partie, on va dire, que les gens adorent, ce qu'on va dire. Donc il y a une personne qui découvre le site, elle adore ce qu'on fait, elle découvre l'Instagram, il aime bien en plus la communication, le style et l'ADN de la marque. Sauf qu'ensuite, rapidement, ils vont avoir envie d'essayer. Donc la personne va prendre ensuite rendez-vous chez nous au showroom ou un rendez-vous virtuel. En fait, depuis le Covid, on s'est énormément adapté et on propose également des rendez-vous virtuels où on va proposer la collection, on va proposer des essayages. Et en général, ça fonctionne comme ça. Donc, il y a un échange qui est très important. Juste un élément, en quelle année, du coup, tu lances ton entreprise? J'ai lancé la marque en 2018. Donc, ça fait Ok. 3 ans maintenant et j'ai travaillé avant dessus pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans D'accord, ok. Ça lag un petit peu à nouveau, de hein. mon côté. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ça va à peu près, on arrive à te déchiffrer. Pour l'instant, ça va. Ok. Tu lances ta marque en 2018. Et comment ça se passe au début, du coup? Enfin, quelles sont les premières étapes? Par quoi tu commences? Comment ça se passe, du coup, avec les fournisseurs? Enfin, j'imagine que ça a été des grosses problématiques. Enfin, raconte-nous un peu comment vraiment tu rentres dans le vif du sujet. Ah, je crois qu'on a perdu Manal. Je dirais qu'il y a 3 éléments qui sont importants. Ouais, moi je vous entends très bien. Ok, peut-être enlève Vous ta caméra. m'entendez? Là, c'est Ouais. compliqué, ouais. Enlève ta caméra et puis si jamais ça va. Vous m'entendez? Ouais, Vous m'entendez mieux? ouais, là c'est bon. Ouais, ouais, bon, on va fonctionner comme ça. Je pense que ça passera plus. Là, en ce moment, avec tout le monde qui travaille depuis les appartes, la connexion est vraiment catastrophique. Ouais, Donc, du coup, les premières étapes, bah, ça a été au début, même si je faisais naturellement de la veille concurrentielle, vu que la joaillerie, c'est ma passion, je connaissais très bien le marché avant de commencer. J'ai commencé par quand même approfondir tout ça et analyser de manière très approfondie. Il y a toujours le côté ingénieur qui revient. Et voir un petit peu quels étaient les chiffres, quelle était l'opportunité de marché. En fait, il fallait chiffrer, analyser tout ça. ok. Ensuite, bien sûr, j'ai contacté les fournisseurs pour commencer à réaliser un prototype parce que j'avais besoin quand même assez rapidement d'avoir le produit en main et de voir concrètement ce que ça donnait. Et en plus, j'ai eu beaucoup de chance parce que dès que mes amis ont entendu et mon entourage proche a entendu que je me lançais, bah, j'ai eu plein de commandes d'un coup de bagues de fiançailles. Donc, ça a pu aider à se lancer dans du concret. Ils m'ont très vite fait confiance et ils ont lancé donc les bagues de fiançailles qui ont été nos premiers modèles d'ailleurs. Et, sauf que rapidement, j'ai eu très envie d'être accompagnée aussi. Pour moi, un entrepreneur n'arrive jamais seul et j'avais vraiment un besoin d'avoir du retour d'expérience de personnes qui s'étaient déjà lancées en tant qu'entrepreneur. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le MoveJ. Le MoveJ, qui est une association qui va mentorer, en fait, qui va mettre en contact un mentor et un mentoré. Du coup, pour leur permettre justement d'avoir le retour d'expérience d'entrepreneurs plus expérimentés. Et moi, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Donc, j'ai fait une demande pour rentrer parce que vous imaginez bien que c'est un réseau qui est très, très demandé. Ouais, d'ailleurs, je Donc, précise qu'on est en partenariat cette semaine, hein, avec le MoveJ, euh, génial. et qui vont justement remettre un prix, notamment aux gagnants des concours de pitch, du concours de pitch qu'on va organiser jeudi. Donc, Ah, super, ouais, c'est super nouvelle. très très bonne Je leur en nouvelle. parlerai de mon côté aussi. Ça, c'est vraiment cool que vous soyez, que l'écosystème, en fait, que le microcosme plutôt entrepreneurial se tisse petit à petit et qu'on commence à avoir quelque chose qui fonctionne très bien. C'est cool ça. Et, euh, et donc, c'est marrant pour revenir à cette histoire de mentorat, parce que c'est ce dont je parlais tout à l'heure, la personne qui m'avait donné le déclic, qui m'avait vraiment donné envie de me lancer à ce moment-là, ça a été donc Charline Goutal, dont je parlais tout à l'heure, qui est la fondatrice de Naya, une marque de lingerie made in France. Donc, j'avais adoré la manière dont elle parlait de son expérience, et la manière surtout très honnête et très transparente. Elle parlait de ses difficultés et puis ça paraissait, et puis surtout elle me paraissait humaine. C'était pas, bien sûr c'est la superstar parce qu'elle a réussi à monter une boîte qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires, mais c'était en plus une personne qui était humaine et qui avait elle aussi des difficultés. Et je sentais que j'avais besoin d'être entourée de personnes comme ça. Et c'est à travers le Move J que j'ai pu rentrer en contact avec elle et c'est comme ça qu'elle est devenue mon mentor.
Excellent. Bah, tu leur fais une bonne pub, hein. Génial. Ça se fait naturellement parce que moi, ça m'a énormément aidé et ça m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Et ce qui va être le plus difficile, je trouve, dans l'entrepreneuriat, surtout au début, c'est la solitude. La solitude de l'entrepreneur, Mhm. c'est quelque chose qui est très connu. Et justement, moi, j'avais conscience de ça et j'ai cherché très rapidement à m'entourer. Et le format incubateur ne me convenait pas très bien. Enfin, c'était pas exactement ça dont j'avais besoin parce que déjà, en plus, de manière pratique, mon business ne s'adapte pas trop. On n'est pas une boîte tech non plus, on fait du produit surtout. Donc, il y a beaucoup d'humains et c'est pour ça que le mentorat me convenait bien plus. Ok, bon, il y a beaucoup de choses dans ce que tu nous dis. J'aimerais juste qu'on revienne sur le début en fait de Manal. Donc, tu nous dis, tu contactes des fournisseurs. Toi, tu as besoin d'avoir les produits pour te projeter, savoir un peu comment tu vas faire. Si j'ai bien compris, c'est toi hein, qui crée les bijoux. Donc, il y a une partie vraiment création hein, derrière. Ouais, c'est moi qui dessine tous les bijoux. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais depuis que j'ai 4 ans. Depuis que j'ai 4 ans, j'ai toujours dessiné les bijoux que je portais. Et ensuite, Oui. je les fais faire donc dans des ateliers. Et c'est là où le côté ingénieur aide énormément parce que pour assurer un suivi de fabrication et définir des cahiers des charges précis qui vont représenter une donnée d'entrée à un atelier, donc bah, fallait un certain background technique derrière tout ça et puis de gestion de projet surtout. Parce qu'au final, aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est le même métier que je fais, mais c'est juste que c'est un produit qui m'intéresse beaucoup plus et c'est un produit qui me fait du sens. Et ensuite, aujourd'hui, on a la chance d'avoir notre propre atelier avec lequel on travaille. C'est pas moi-même qui fabrique parce qu'on pose souvent la question. On a des joailliers qui sont spécialisés en haute joaillerie et qui ont travaillé pendant une dizaine d'années à la place Vendôme. Donc, ce sont eux qui fabriquent les bijoux. Et on a notre propre atelier à Paris, ce qui nous permet d'avoir de très, très belles finitions et puis surtout un bijou qui tienne dans le temps. Bah oui, j'imagine. Alors du coup, au niveau de l'équipe, là tu me parles des joailliers qui t'ont rejoint en fait dans cette aventure-là. Mais Ouais, aujourd'hui, Manal, c'est juste Manal ou c'est d'autres personnes qui travaillent avec toi? non, aujourd'hui on est 7. On est bah, je suis donc la créatrice. Il y a Bruno qui est le CMO. Et ensuite, il y a 5 artisans qui travaillent avec nous pour la réalisation des bijoux. Ok, bah, j'imagine que l'équipe s'est agrandie bah, par les besoins Exactement. de croissance, mais tu parlais à un moment donné tout à l'heure de la solitude hein, de l'entrepreneur. Euh, Ça s'est fait naturellement, du coup? C'est des gens qui sont venus à toi naturellement? C'est toi qui as cherché certains profils? Comment ça s'est passé, du coup? À quel moment, en fait, tu t'es dit, bon, moi, je peux plus gérer ça toute seule, il faut que je m'entoure, quoi. C'était dans les deux sens. Donc, bah, moi, j'ai commencé à m'entourer donc d'entrepreneurs dans un premier temps parce que j'avais besoin de retour d'expérience, mais rapidement, j'avais besoin de m'entourer de fournisseurs, de prestataires Mhm. et petit à petit de joailliers avec lesquels on travaille aujourd'hui. Donc, ça s'est fait dans les deux sens. C'est un milieu en plus, la joaillerie, qui est très particulier. C'est un milieu qui est très fermé et qui fonctionne énormément avec la recommandation. Donc, c'était bien de vouloir trouver des ateliers dans Paris, mais encore faut-il, il fallait les trouver. En fait, ils se cachent, on les voit pas. Et ce sont des gens qui sont très méfiants, c'est normal parce qu'ils manipulent des métaux précieux et des pierres précieuses toute la journée. Donc il fallait d'abord les trouver et ensuite les convaincre de travailler avec nous. Et alors, Parce comment tu as fait? que Comment tu as fait pour les convaincre? bah, je dirais que l'audace est la meilleure, enfin, c'est la meilleure façon d'y aller. Enfin, j'y suis allée, franco. Je suis venue avec des chiffres. J'avais fait mon business plan, j'avais fait des projections financières parce que moi, je suis très, très chiffre et j'avais besoin de mettre des chiffres sur tout ça parce que super, je quittais mon job de cadre qui était super bien rémunéré et ensuite, je me lançais dans un secteur. Il fallait que je vois d'abord si c'était rentable. Et donc, avec ces mêmes chiffres, bah, j'ai réussi à convaincre les personnes qui travaillent avec nous aujourd'hui. C'est que ils se disaient, mais attends, mais c'est qui cette petite nana qui sort là, qui est une ingénieure en plus? Non, on connaît que les joailliers qui sont des joailliers. Enfin, il n'y a pas de. Et donc, elle veut apparemment faire des bijoux. Donc, ces chiffres ont réussi à les convaincre, ouais. Et j'ai été très Parce qu'au contente. moment donné, hein, au moment où tu vas les voir, qu'on soit clair, tu n'as fait aucune vente encore. Au moment où je suis allée les voir, ça commençait. En fait, j'ai eu de la chance, ça a quand même très vite commencé autour de moi parce que, bah, comme une passionnée de bijoux, forcément, j'en parlais énormément autour de moi et tous mes contacts, et j'étais devenue naturellement la référence
de tous mes potes et potes de potes. Donc, et en plus, c'était la période où les gens se mariaient. Donc, naturellement, en fait, les gens m'ont fait confiance et m'ont rapidement demandé de faire leur bague de fiançailles. Donc, j'avais quand même déjà quelques commandes quand je suis venue les D'accord. voir. C'était pas que des chiffres non plus. Ok, donc, tu vas les voir, tu leur montres quelques prévisions et ils te suivent en fait. Tu commences peut-être avec un joaillier ou plusieurs d'un coup. Comment ça se passe? Bah, au début, on commence à sous-traiter. On commence par sous-traiter parce que bah, il fallait d'abord valider le marché avant de commencer à embaucher. Donc au début, on sous-traite et ensuite on embauche au fur et à mesure en Ok. fonction de nos besoins qui en plus qui ont énormément accéléré grâce au Covid en fait. Ok. Donc là, on est sur du sur-mesure. Donc concrètement, tu as, un client ou une cliente hein, qui vient te voir, qui te dit je veux tel modèle. Enfin, je veux par exemple telle pierre. Et toi, du coup, il y a une partie un peu création. Puis au début, hein, je parle, tu vas voir le joaillier et tu lui dis voilà, j'aimerais un truc comme ça. Et puis du coup, tu fais comment? Ça se passe comment? Tu vas reviens voir le client avec le produit. Tu lui demandes si ça va. Enfin, juste pour qu'on comprenne un peu comment ça marche aussi. Ouais, bien sûr. Donc en général, il y a le client qui vient, il a déjà une envie. En général, ils savent déjà à peu près, plus ou moins, ce dont ils ont envie. Et donc, c'est là où j'interviens, parce qu'en général, ils sont très stressés. C'est le premier achat précieux. Et en plus, le mec, il est là en mode, non mais attends, je dois mettre combien? Je dois mettre 3 mois de salaire. Moi, je peux pas, parce qu'en plus, les gens parlent, alors que c'est pas vrai du tout. Donc, ça dépend des pays. Peut-être aux États-Unis, ils mettent 3 mois de salaire, mais c'est pas du tout le cas en France. Donc, bref, ils entendent plein de trucs autour d'eux. Ils posent des questions à leurs potes. Et donc, c'est là où mon rôle est très important parce que je les accompagne en fait, plus que je ne fais pas que créer un bijou, je les accompagne vraiment dans cette étape qui est l'un des plus beaux moments de leur vie. Tu les rassures pas mal aussi. Tu joues un peu Elle le les rôle rassure de médecin. énormément parce que ils sentent que je sais de quoi je parle et que je comprends très bien leurs besoins. Donc, je réponds à leurs besoins. En général, on fait un premier croquis ensemble et souvent, ça leur plaît et ils ont envie d'avancer. Et comme en plus, je suis passionnée de ça, donc depuis que je suis petite, je regarde et j'ai tous les livres de joaillerie. Donc, autant te dire que j'ai une bibliothèque photo dans ma tête de bijoux qui est énorme. Donc, j'arrive en général assez rapidement à savoir exactement ce que le client veut. Et donc, on réalise un premier croquis, il choisit sa pierre. Et donc ensuite, quand il a envie de lancer sa création, bah, je vais rédiger un cahier des charges technique très précis et c'est là où le côté ingénieur m'aide énormément. Donc je vais définir toutes les dimensions, tous les profils pour que le joaillier comprenne exactement comment est-ce qu'il doit faire pour fabriquer, parce que lui, c'est le joaillier, mais c'est moi la créatrice. C'est moi qui sais exactement quel auteur va avoir telle bague, comment est-ce que ça va être soudé, quel type de sertie on va utiliser. Est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va faire du pavage ou pas? Enfin, et il a besoin de vraiment connaître un maximum de détails. Et c'est là où mon côté ingénieur me permet de définir un cahier des charges très précis. Et ensuite, dès que ce cahier des charges est validé avec l'atelier, donc en gros, ils valident qu'ils ont toutes les données d'entrée, bah, c'est à ce moment-là où on lance la création. Et ensuite, je suis étape par étape parce qu'il y a 7 étapes dans chaque bijou. Il y a 7 corps de métier qui vont intervenir sur chaque bijou. Donc, c'est pour ça que ça met du temps. En général, on a 6 à 8 semaines de délai de fabrication. Et ensuite, une fois que le produit est fini, je vérifie la qualité du produit et le livre au client qui, en général, est très, 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 très content et impatient de voir sa bague. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah, il y a beaucoup d'affect, hein, à mon avis, là-dedans. Et je pense que, comme tu le Énormément. soulignais, la partie compréhension et rassurer le client, elle est super importante. Euh, Ouais, sur c'est un les, accompagnement avant tout. une question qui me vient, bon, c'est en lien aussi avec le titre de la conférence, hein. Mais les joailliers auxquels tu fais appel, du coup, et les bijoux en eux-mêmes, c'est français, du coup? Ouais, tout est français. On fabrique même tout à Paris. Donc, c'était très important pour moi pour 2 raisons. La première, c'était que je voulais avoir les plus belles finitions parce que pour moi, une bague, c'est encore plus qu'un bijou précieux. Ça fait partie de la tradition et de l'héritage. On va transmettre cette bague. Elle va aller à sa fille, à sa petite fille. Enfin, le but est qu'elle dure dans le temps. Donc, une qualité exceptionnelle. J'étais pas prête à lésiner dessus. Donc, c'est pour ça que je suis allée voir les meilleurs.
Et puis en plus, c'était très important pour moi de faire travailler les gens de Paris et de l'artisanat. On a un savoir-faire qui est exceptionnel. On n'est pas numéro un dans le luxe dans le monde pour rien. On a vraiment un savoir-faire d'exception. Et pour moi, c'était important de faire travailler les Parisiens et les Français. Est-ce que ça, le fait de faire vraiment du Made in France, c'est quelque chose que tu mets en avant? Bien sûr. C'est quelque chose qui compte réellement pour les clients? Ouais, ouais, ça fait partie de nos arguments de vente parce que bah, c'est fait en France, donc c'est un gage de qualité, c'est fait donc, à Paris même, c'est un gage de qualité et en plus, donc en plus d'être made in Paris, on est une marque écologique parce qu'on n'utilise que de l'or recyclé, on n'utilise que des pierres éthiques qui sont labellisées selon plusieurs labels qui garantissent l'origine des pierres et la manière dont elles ont été extraites des mines, donc on travaille qu'avec des pierres propres. Ok. Et tout ça, ce sont des gages de qualité et d'éthique qui sont très, très importants aux yeux de nos clients. Ouais. J'imagine. Aujourd'hui, vous êtes 7, du coup, chez Manal Paris. Yes. C'est quoi les perspectives d'évolution? Donc là, ben, on veut énormément embaucher. Donc déjà, pour l'année prochaine, beaucoup d'artisans parce que nos demandes, elles explosent. Et donc, on doit suivre au niveau de la production. Et là, on a très, très vite atteint nos capacités de production. Donc déjà, l'année prochaine, on a prévu donc d'embaucher donc, même cette année, en fait, je parle de l'année prochaine, mais on est déjà en 2021. Je me rends compte, on est déjà en mars. Donc, d'embaucher des artisans, et sauf que on doit également embaucher dans toute la partie marketing, communication, parce que c'est un job à plein temps et il nous faut vraiment une personne à 100% là-dessus. Bah, j'imagine. Aujourd'hui, sur tous vos clients, quelle est la proportion qui viennent grâce à votre site internet, par exemple? Bah, je dirais que là, en plus, tu me poses une colle parce que moi, j'aime bien avoir des chiffres précis. Et là, cette année, c'est un petit peu difficile parce que il y a beaucoup de... La plupart des clients viennent d'Internet. En fait, nous, le bouche à oreille fonctionne très bien chez nous. Mais de plus en plus de clients viennent d'Internet et ça commence à être une bonne majorité, en fait. D'accord, ok. Donc, je dirais bien plus que 50%. Hmm. Ok. Je vois qu'il y a quand même pas mal de questions là dans Ah, le j'en ai plein, chat. ça n'arrête pas. Maëlys, tu confirmes? Ok. Ça Euh, n'arrête pas. on va peut-être euh, on va peut-être embrayer sur ça, du coup. C'est Ouais. parti? Je vais les poser parce qu'il y en a tellement. Déjà, tous les retours, c'est que tes bijoux sont absolument magnifiques et Merci. incroyables. Donc, chaque question commence par un compliment sur la marque. Je vais commencer par ordre chronologique, donc peut-être que ça a peu de sens de le faire comme ça, mais tu vas voir, certaines questions reviennent aussi. Déjà, c'est comment tu as commencé à réaliser tes premières bagues? Où est-ce que tu as trouvé les matières premières? Comment tu as trouvé tes premiers fournisseurs? Bah, ça, c'est ce qu'on disait ouais, tout à l'heure. Ça a été la partie vraiment la plus compliquée. Donc, ce sont des fournisseurs qui travaillent, qui sont parisiens, tous. Il a fallu les convaincre. Donc, il a fallu, bah, en fait, c'était simple. Il fallait que le business fonctionne. Et ensuite, quand les ventes ont commencé à décoller, bah, ça s'est fait tout seul. Ça les a forcément convaincus. Et quels critères de sélection tu as adoptés pour les choisir? L'exigence. Je suis très, très exigeante. En plus, dans le luxe, c'est indispensable. Donc, je suis allée voir les meilleurs et puis j'ai tout fait pour les convaincre. Et, et je rebondis L'audace dessus. est Ouais. indispensable dans ce métier. Bien sûr, je suis entièrement d'accord. De toute façon, quand on entreprend, c'est nécessaire d'être audacieux, je pense, pour, puisque de Ouais, toute façon, tu prends des risques, surtout toi avec ton changement de carrière. Tu étais cadre ingénieur en bien sûr. mécanique. Quel revirement, c'est impressionnant comme parcours. Et forcément, la question qui va avec, c'est comment tu as eu le budget au départ pour te lancer? Comment tu as pu te lancer en termes de financement dans cette marque? J'ai investi toutes mes économies, tout ce que j'avais, enfin, parce que j'y croyais jusqu'au bout. Et en plus, enfin, moi, c'est un projet passion, donc on va dire que j'avais entre guillemets cette légitimité-là. C'était pas une lubie, c'était vraiment, je savais exactement pourquoi je le faisais et ça faisait longtemps que je voulais le faire. Donc pour moi, tout prenait sens. Donc c'était soit ça marchait, soit rien. Et tu Donc regrettes du coup, pas ça aujourd'hui de marche. l'avoir lancé?
Non, absolument pas. Évidemment, je C'est un travaille bonheur. 100 fois plus qu'avant, mais enfin, je travaille 7 jours sur 7 quasiment, mais c'est pas pour faire peur, mais c'est pour se rendre compte aussi que quand on monte sa boîte, c'est un vrai engagement et c'est pas de la motivation que ça demande, c'est qu'il faut croire en son projet plus qu'en en tout. Enfin, et quand c'est un projet passion, bah, ça aide. C'est ce qu'on disait pendant toutes les conférences d'hier, c'est que le projet entrepreneurial doit partir d'une passion pour avoir l'énergie, l'endurance de poursuivre, de travailler 7 jours sur 7. Et tu confirmes ce qu'on disait hier avec d'autres speakers qui sont venus nous Heu voir. Bah, pas Une forcément. Je question. trouve que Ouais. les projets passion, c'est sympa, mais pas tous les entrepreneurs que je connais sont des entrepreneurs qui se sont lancés dans des projets passion. C'est souvent très féminin. J'ai remarqué, en tout cas, c'est une opinion très personnelle. J'ai remarqué que les mecs vont être peut-être un petit peu moins passion et vont se lancer dans des projets où ils vont avoir une opportunité business. Donc il y a un petit peu les deux. Ça dépend de où se trouve la passion. La passion peut être tout simplement répondre à un besoin et répondre à une opportunité. Mm, bien sûr. Une question de Géraldine, c'est comment trouver la forme juridique de son entreprise? Moi, je m'entoure beaucoup et je n'ai pas peur de prendre le téléphone et d'appeler des potes de potes ou des personnes tout simplement qu'on m'a recommandé pour poser des questions. Il faut vraiment pas avoir peur de poser des questions parce que au pire, bah, enfin, je dérange la personne et elle me dit qu'elle n'est pas disponible. Sauf qu'en général, ça arrive rarement. Franchement, les gens sont toujours très contents d'aider, sont très contents de partager des informations et puis de raconter de partager leur expérience. La preuve, je suis là avec vous aujourd'hui pour partager mon expérience et ça me fait très plaisir. Et si ça peut aider d'autres personnes à se lancer, ce sera vraiment génial. En tout cas, je pense que ton discours et ton parcours sont très inspirants, donc j'en doute pas. Une question de Michael à propos du marketing Merci. pour ta marque. Merci beaucoup. Comment tu fais ton marketing? Est-ce que tu fais des pubs Facebook, Instagram? Comment tu communiques quoi, sur Google En et fait, les nous, autres on sites? itère et sur les sites, ouais. En fait, nous, on itère énormément. C'est-à-dire on va par exemple décider d'une stratégie de communication, voir comment le client réagit et ensuite itérer en fonction de son besoin et adapter en fonction de la manière et de la réaction du client. Et pour nous, ça va être toujours très, très important de fonctionner dans cette itération constante, en fait. Et en termes de coûts que tu investis dans la publicité par rapport au chiffre d'affaires que tu récupères, quel est le pourcentage que tu réinvestis en communication? Pour l'instant, honnêtement, c'est pas énorme, parce on fait vraiment des coûts marketing intelligents. On va pas faire de pub dans le métro, on va pas prendre, un showroom, ou un pignon sur rue de la Paix, donc il va être des coûts, que le client ne souhaite pas forcément, payer. Donc nous, par exemple, on reçoit, dans un showroom qui est un appartement en étage. Donc non seulement ce ne sont pas des frais inutiles que le client paye derrière dans le produit, mais en plus ça permet au client d'avoir une certaine intimité. En fait, il est tranquille en général, ça dure 1h30 en moyenne et on se consacre à lui pendant 1h30 parce que comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, c'est 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 un moment qui est intime entre parenthèses parce qu'on rentre dans le besoin du client dans un moment qui est très important dans sa vie perso et il a besoin de se sentir à l'aise et ce qui n'aurait pas été possible dans une boutique, par exemple. Mm. Et c'est ce que Rémi disait dans les commentaires aussi, c'est que c'était ça ta valeur ajoutée. C'est que tu ne vends pas uniquement le bijou, mais toute l'expérience autour de la création du bijou et la co-création en fait avec la personne, avec le client qui vient te voir. Et que ça, c'est à l'opposé des Exactement. marques de la place Vendôme. Exactement, en fait, c'est le top du luxe, en fait. C'est le top du luxe, c'est le sur-mesure. Et nous, on le fait à des prix accessibles. Mm. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait faire un seul bracelet et qui est dans une matière noble, etc. Mais quand je raconte l'histoire du bracelet, je raconte cette histoire de co-création que j'ai eue avec mon bijoutier. Comment l'histoire a été transmise, Bien comment on sûr. a décidé de faire tel ou tel avancement sur le bijou. Et au final, la différence de prix n'est pas si énorme qu'un bijou qu'on pourrait trouver chez un grand joaillier, mais marque de distribution, par rapport à l'expérience fournie et l'histoire qu'on va raconter derrière. Donc, ça me passionne ce que tu racontes. Et on a une question de Tamara Ouais, et à puis propos parce de... que, Ouais. ouais. Je t'en prie, vas-y.
Ouais, dis-moi. Pardon, il y a un décalage en fait entre nous deux, c'est pour ça. Oui, je pense. Donc oui, c'était exactement ce que tu disais. C'était que c'était comme on n'a pas un loyer qui est exorbitant et qu'on ne répercute pas sur le prix de nos produits, on peut se permettre de proposer du sur-mesure à des prix accessibles avec en plus des coûts marketing intelligents comme une communication sur Instagram et l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est une grande chance. Mm. Et Tamara avait une question à propos de l'aspect éthique de tes produits. Euh, Comment tu as trouvé cet or recyclé? Qu'est-ce que tu appelles l'or recyclé? En fait, Et comment tu as trouvé les fournisseurs dans Paris qui avaient ça? En fait, l'une des parties les plus difficiles dans ce job, en plus enfin, il y a le côté entrepreneurial, donc avec les challenges que tout le monde connaît, mais la partie supplémentaire qui va être difficile dans ce métier, c'est contacter les fournisseurs. En fait, ça doit être le seul métier où le rapport de force est complètement inversé entre les fournisseurs et les clients. Donc, trouver les fournisseurs, ils se cachent. Et en plus, même quand vous les trouvez, il faut que vous soyez recommandé pour qu'ils fonctionnent avec vous. Donc, bah, ça a été à force de persévérance. Moi, je n'hésite pas à mettre mes baskets et à aller sillonner Paris dans la recherche d'un fournisseur. Et j'ai déjà passé des journées entières à aller d'un fournisseur à un autre pour les convaincre. Et la preuve, c'est que ça fonctionne. Et l'or recyclé, pour répondre à la question, ce sont des fournisseurs qui sont spécialisés dans le rachat d'or, donc de particuliers par exemple, ou quand vous leur vendez vos anciens bijoux, ou de microprocesseurs dans l'industrie. On trouve énormément d'or dans les microprocesseurs par exemple. Et donc ce sont des sociétés qui sont spécialisées dans le rachat d'or et auxquelles nous, derrière, on rachète tout ça. Et ce sont des fournisseurs parisiens également. Super, merci pour cet éclaircissement. Une autre Avec question, plaisir. c'était à propos de tes perspectives d'évolution. Où est-ce que tu aimerais emmener la marque Manal Paris? Bah, Manal Paris, aujourd'hui, c'est une marque qui est très digitalisée et nous, on a envie de digitaliser encore plus. On pense que c'est vraiment le futur du luxe. En plus, le luxe rechigne beaucoup à digitaliser et nous, c'est tout l'inverse. Bah, c'est de vendre du rêve, d'avoir vraiment une expérience client pardon, digitale qui soit à peu près équivalente à ce qu'on a en physique. Et c'est un Donc, énorme challenge. parce que je sais que pour la plupart des marques, avoir une boutique en physique, c'est un moyen de rayonner et de prouver son succès. Souvent, d'avoir une boutique dans Paris, c'est pas forcément rentable en fait pour une marque, mais par contre, de l'avoir pignon sur rue, sa marque, ça assure du succès de l'entreprise. Ouais, je pense que ça, c'était avant Instagram. Moi, je pense que Instagram, aujourd'hui, est un outil de communication tellement puissant et tellement complexe que si on le maîtrise bien, on peut réussir à faire des merveilles avec. Et au final, c'est beaucoup moins cher qu'avoir un pignon sur rue. On peut réussir à avoir beaucoup plus loin. Et ce sont en plus, si on arrive à économiser le coût d'un magasin pignon sur rue, donc ce sont des coûts qui ne sont pas répercutés sur le produit en lui-même. Donc, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, nous, pour l'instant, notre business model est comme ça et on souhaite le digitaliser, aller beaucoup plus loin au niveau de la digitalisation. Oui, et il y a de plus en plus de marques aussi qui se lancent uniquement sur Instagram, beaucoup de marques de bijoux. Forcément, ça me fait penser à Louis Etchu et les histoires récentes qu'on a vues sur Balance ta Startup, du coup, Ouais. qui ont nui à leur notoriété. Mais je voulais même pas en parler forcément, mais j'ai vu une question passer sur le dropshipping. Alors, j'imagine que tu sais ce que c'est, peut-être, le dropshipping, et qu'il il y a beaucoup de marques de Ouais, bijoux qui ouais, fonctionnent comme ça. Et on voulait savoir ouais, quel était ton avis sur malheureusement, la ouais. question. Mm. Bah, aujourd'hui, enfin, c'est un parti pris. Aujourd'hui, acheter un produit tout simplement et le revendre, c'est un business qui existe depuis la nuit des temps et ça s'appelle de l'achat-vente. C'est pas mal en soi tant qu'on est transparent là-dessus. Donc voilà, pour moi, la transparence est indispensable. Nous, on est très transparent avec nos clients sur toutes nos méthodes. L'or recyclé, l'or est recyclé, et ensuite les pierres sont éthiques. On a des labels et des certificats de tout ça. Bien sûr, ce ne sont pas des paroles en l'air. On fabrique à Paris, on a notre propre atelier. Enfin voilà, c'est un parti pris. Et nous, on a décidé de fabriquer le bijou de A à Z et d'avoir un Made in France 100% parisien.
Donc parce qu'il y a des législations par rapport à ça. Et donc voilà, nous, on est 100% made in Paris. Donc c'est un parti pris parce que pour moi la création ne se fait pas autrement. On m'a proposé, j'ai demandé, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans mes contacts de plus en plus aujourd'hui vu que je me suis lancée là-dedans et on me disait souvent au début est-ce que tu étais sûre de ne pas vouloir faire du simple rachat-vente et pour moi c'était dommage parce que c'est un projet passion avant tout et la passion et la création c'est ma passion en plus si tu verrais mon livre de création, enfin, j'ai genre 100 créations là en attente. Donc, moi, j'ai hâte de faire ça. En fait, j'attendais que ça. Donc, ça me paraissait dommage de tout simplement racheter et de revendre des bijoux. D'où est-ce que j'ai une question qui me vient comme ça, mais d'où est-ce que tu l'obtiens, en fait, cette créativité? On me la pose souvent. L'inspiration Ouais. vient beaucoup de mon enfance. Donc, en fait, c'est une passion qui m'a été transmise par ma grand-mère, qui elle-même est passionnée de bijoux et donc en portait énormément. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de bijoux qui sont inspirés en fait de ma propre histoire et de vraiment de qui je suis. Donc, je mets beaucoup de moi dans mes bijoux. Et ensuite, je m'inspire beaucoup de muses comme Frida Kahlo. Je m'inspire énormément d'expositions, d'art. Enfin, j'ai énormément de sources d'inspiration de mes voyages. Il y a par exemple la collection de joaillerie de bagues qu'on a sorti en 2020. C'est une collection qui est fraîche et colorée. On a utilisé beaucoup de pierres de couleurs fraîches. Et ça, c'est très rare dans la joaillerie et encore plus dans l'art déco. Parce que du coup, nous, on s'inspire beaucoup de style art déco. Et ça, c'était par exemple pendant le confinement l'année dernière. J'avais la chance d'être à la campagne et j'ai vu en plus la nature juste s'épanouir devant moi parce que on n'a pas la chance en fait d'être en plein mois de mars. En général, on est à Paris, donc on passe pas autant de temps à la campagne. Et là, j'ai vu une explosion de couleurs autour de moi et ça a été juste radieux et j'ai eu envie tout de suite de reproduire ça dans mes bijoux. Donc c'est une inspiration au quotidien en fait, mais la source principale, ça va être cette passion transmise, ouais. D'accord, ok, super. Mais en fait, je te pose la question parce que c'est vrai que c'est pas l'entrepreneuriat de manière générale, c'est pas forcément toujours rose entre guillemets. Des fois, il peut y avoir des moments un petit peu plus difficiles. On en parlait d'ailleurs avec Stéphanie à la conférence juste avant où elle nous disait, elle nous a fait part un peu de coups durs qu'elle avait pu avoir et pour lesquels il faut avoir une certaine force et une certaine résilience. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir des moments où tu te dis, là, là c'est compliqué, comment je vais faire pour m'en sortir? Enfin, tu as déjà eu des fois des moments qui ont remis en cause un petit peu ce que tu faisais? Bien sûr, et surtout au début c'est très compliqué parce que avant de valider son business model, c'est à partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez lancé un business rentable. Donc avant ça, c'est pas tout de suite. En général, on ne dit pas pour rien que les 3 premières années d'entrepreneuriat sont les plus dures parce que c'est le temps que ça met en fait. Et donc pendant ce temps-là, on doute, on redoute, on remet en question plein de choses. Mais ça c'est très très bien. Il faut avoir cette capacité-là justement de remise en question continue parce que ça nous permet d'aller toujours plus loin. Parce que il y a un trait de caractère qui est indispensable pour tout entrepreneur, c'est la flexibilité. Il faut savoir remettre en question certains aspects de son business, quitte à faire des pivots. J'ai dû en faire aussi. Et quand on se rend compte que, par exemple, on n'a pas pris le bon chemin sur telle ou telle chose, il est indispensable de se dire, OK, c'est pas grave, je change, je fais un mini pivot et je le fais vite. Et ça permet de développer la résilience, ça permet de développer, enfin, il faut être persévérant, bien sûr, mais de dire qu'on ne doute jamais quand on est entrepreneur, c'est pas possible, c'est humain. Le pivot, c'est une notion qui ne parle pas forcément à tout le monde. Est-ce que tu peux nous illustrer clairement ce que ça a représenté pour ta marque? À quel Ouais, moment bien tu sûr. as dû te dire, OK, bon, ça, peut-être ça ne fonctionne pas comme je voudrais, mais je vais plutôt m'orienter sur ça? Ouais, un pivot, c'est-à-dire qu'on se rend compte que sur son business model, il y a une info qui ne fonctionne pas. Donc, dans mon exemple, pour éclaircir un petit peu, donc moi, il s'agit de bijoux précieux, donc de l'or et des diamants. Sauf que fabriquer des bijoux avec de l'or et des diamants, ça revient cher, et donc c'est un prix qui est cher. On est souvent dans des chiffres à 3 zéros quand même.
Donc, pour une marque qui n'est pas connue, qui n'a pas pignon sur rue, qui se lance sur le digital, vendre des produits à 1000, 2000 euros, c'est pas automatique. Il fallait commencer par des prix plus accessibles. Et donc, comment? C'est comme ça que j'ai décidé de lancer le Vermeil. C'était la première collection Manal Paris, c'est la collection Agnès Daïra. C'est une collection le Vermeil, c'est de l'argent massif recouvert d'or, donc on est toujours dans le précieux, mais à un prix plus accessible. Et ça a été mon premier pivot. Et autant te dire que ça a été tout de suite. Et moi, c'était pas agréable de se dire ah ben en fait je vais pas du tout faire mes bijoux en or dont je rêve, en fait je vais d'abord commencer par ça. Ben oui, mais c'était indispensable. Et puis de toute façon l'entrepreneuriat c'est du long terme, donc moi je savais que ça allait continuer, et donc c'est pas grave si je commençais par faire pas tout de suite ce que j'aimais. Et je me suis rendu compte en plus que c'était le cas de tous les entrepreneurs. On commence rarement à faire le produit qui nous fait rêver. On commence généralement par un produit à moindre coût pour avoir une entrée de gamme. Ouais, carrément. Et du coup, quand tu fais ce pivot-là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu comment tu sais que c'est un pari réussi. Là, en l'occurrence, tu lances du coup les collections avec du vermeil. On dit de là, peut-être, je sais Ouais, du pas. vermeil, du vermeil. Ouais, ça marche directement. Ah bah non, c'est ça la torture, c'est ça le pire, c'est qu'on ne sait jamais si ça marche. Et donc, c'est ça la résilience, c'est avancer, même si vous avez même si vous faites face à un coup dur, même si vous n'êtes pas sûr, bah, il faut quand même continuer d'avancer. Et c'est parce que bah, moi, j'y crois à 1000%, et donc je perds jamais mon objectif de vue, et c'est ce qui fait que j'avance, que je continue tout le temps d'avancer et que je ne me décourage pas. Je suis passée par des phases où ça a été très très dur, je suis passée par des phases où j'ai douté tellement de mon business. Enfin, vous dire qu'un entrepreneur ne doute pas, ça n'existe pas. C'est faux. On doute tous et on se dit même parfois, franchement, est-ce que j'ai raison de me lancer là-dedans? Mais c'était plus fort que moi. J'avais quand même envie de voir le résultat. Ouais, tu avais une énergie vraiment qui te drivait. Toi, en l'occurrence, c'était peut-être aussi ta passion pour cet univers-là. Ok. Ouais. Tout à l'heure, t'as dit un truc que j'ai trouvé intéressant. Je vais essayer de te citer. Tu as dit donc, valider son business model, c'est possible seulement à partir du moment où tu fais des ventes. C'est un peu ça hein, l'idée que tu... Valider son business, c'est-à-dire qu'en général, souvent on te dit que pour valider ton business, donc il faut que tu puisses faire des ventes, bien sûr, et puis il faut ensuite que ces ventes sont rentables. Et en général, ça ne se passe pas tout de suite. Et en général, ça met en moyenne 3 ans pour savoir si ce business va fonctionner ou pas. C'est pour ça que souvent, c'est pour ça que c'est très dur, parce que souvent les entrepreneurs, on a envie de... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui abandonnent dans ces 3 premières années parce que tout simplement, c'est trop dur. Euh, et, et donc, sauf qu'il faut attendre de voir parce que, par exemple, je vous donne un exemple, il y a Blablacar qui a validé, ça a mis 8 ans ou 8 ou 9 ans pour valider leur business model. Et heureusement qu'ils y ont cru parce que ça a été une sacrée réussite par la suite. Donc, c'est pour ça que je dis 3 ans en moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais il faut donner la chance à son business model pour qu'il fonctionne. Carrément, carrément. Du coup, bon, là, si je résume, Manal Paris, c'est vraiment euh, un gros succès. Là, vous êtes à train limite de plus pouvoir répondre à la demande. Du coup, tu projettes vraiment de faire des recrutements. L'idée, du coup, c'est de se développer, c'est de se digitaliser davantage. Comment tu comptes faire ça concrètement? Quand tu dis se digitaliser davantage, améliorer, je sais pas, votre site internet par exemple, ou c'est quoi? C'est le lien peut-être avec les joailliers, peut-être qu'il y a une plateforme derrière qui te permet de faire de la gestion de projet. Enfin, ça veut dire quoi aujourd'hui là quand tu nous dis que tu veux améliorer la digitalisation? Ah bah ça, c'est tout notre business model, ça. C'est toute notre stratégie de communication. Moi, j'ai la chance, je n'hésite pas à m'entourer des meilleurs. C'est très important pour moi, et j'ai la chance d'avoir un expert du digital à mes côtés qui développe avec moi des stratégies digitales, en plus qui est spécialisé dans le luxe, donc encore mieux. C'est mon associé en fait, et mon conjoint d'ailleurs dans la vie, parce que c'est une boîte familiale en fait, Manal Paris. Ok. Et c'est un objectif qui est extrêmement ambitieux. C'est un objectif en plus qui coûte cher, mais c'est un objectif qu'on veut atteindre et qu'on s'est mis les moyens pour l'atteindre. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Il faut énormément bosser, il faut énormément innover. Et c'est en sachant ça qu'on avance.
Excellent. Du coup, question peut-être un peu bête, hein, mais c'est toi qui as designé ta propre bague. Je ne sais pas si tu es marié, hein, mais peut-être que c'est un... Ouais, je suis fiancée, ouais, et j'ai dessiné ma propre bague. Et en fait, bah, c'était tout simplement une des bagues de la première collection de bagues de fiançailles de Manal Paris. Et j'ai eu le coup de cœur pour celle-ci. Et en plus, nous, notre style, c'est de l'art déco coloré. Donc, on fait de l'art déco avec des pierres de couleur pastel et de l'or rose, ce qui ne se faisait pas du tout avant. Donc, avant, on faisait de l'or blanc et du diamant. Donc, jusqu'à Manal Paris, c'était ça qui existait comme art déco. Et ça a été un vrai pari. En plus, ça a été la mienne. Ça a été la première bague art déco colorée avec de l'or rose que j'allais faire. Ça a été la mienne. Il fallait vraiment pas me louper. Alors, je peux te dire le stress que j'avais. Je me suis dit, si moi, elle me plaît Ouais, pas, elle j'imagine. plaira à personne. Alors, fallait y aller. Ok, bah écoute Manal, excellent. Merci beaucoup pour tous tes retours. Je suis certain que tous les entrepreneurs en herbe qui t'écoutent bah, sont très inspirés et je pense que tu en as inspiré beaucoup ce soir. Donc c'est très cool. Avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, s'il faut résumer, c'est que il y a peut-être un point important dont on n'a pas parlé, et bah, c'est parfait, je résumerai avec ça. C'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment génial, mais il y a un truc qui est très important, vous l'aurez compris, c'est qu'il faut bien s'entourer, mais il faut surtout garder la tête froide. L'entrepreneuriat, c'est un quotidien où il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et le plus dur, c'est de garder la tête froide et c'est indispensable. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup Maëlys aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à nous follow sur notre compte Instagram, c'est Manal, MANAL, __ Paris. Ouais, alors Et à nous. j'ai mis ton compte Instagram un peu plus haut, je le remets tout de suite. Voilà. Super, merci. Ouais, les amis, n'hésitez pas à aller follow du coup Manal Paris. Encore merci à toi. Et puis, Merci du coup, beaucoup, tu m'as un merci peu à toi court-circuité. Anthony, J'allais te merci beaucoup. demander de conclure, mais tu l'as fait toute seule. C'est l'habitude aussi un peu. Je dois avouer. On va demander peut-être à nos participants du coup bah, de résumer du coup bah, la conférence en un mot, hein. C'est un peu le rituel qu'on a adopté depuis le début de ces conférences. Génial. Donc pour ceux qui sont encore connectés, sinon peut-être qu'on va pouvoir vous afficher à nouveau le QR code que je vais moi-même scanner. Moi, je vois passion, je vois joaillerie, je vois luxe, savoir-faire, responsable. C'est tout ça. C'est un peu, c'est exactement ça, Manal Paris. C'est tout ça mélangé dans une seule et même boîte. Nickel. Mais merci encore pour ton retour, Manal. C'était génial. Tout le monde te remercie dans le chat. C'était Merci, effrayant sur certains points, mais ça pousse à s'accrocher si on a des doutes. Et merci encore pour ce avec grand partage plaisir. d'expérience. Et puis à très Euh, bientôt. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Julien. Merci, Maëlys. À bientôt. Au revoir. merci, Manal.